Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'IRIS et merci à ceux qui se sont, connectés en ligne. Merci mesdames d'être, venues ce soir pour participer à cette conférence. Donc je suis Louise Souverbi, chercheuse à l'IRIS, où je travaille sur les questions liées à la défense et à l'Europe et je vais avoir le plaisir d'animer ce soir les échanges, autour, du dossier, de la dernière revue internationale et stratégique, que j'ai coordonnée et qui s'intitule, «Armement et arsenalisation, moyens et mots de la guerre». Et donc pour revenir, ce soir sur les grands enjeux et certaines des thématiques du dossier, donc je suis accompagnée de 4 chercheuses, qui vont nous éclairer chacune sur leurs expertises respectives. Donc d'abord Camille Boulanguier, chercheuse à l'IRIS et directrice de l'Observatoire géopolitique du numérique et des technologies émergentes, co-autrice de l'article «Arsenalisation de la cognition, stratégie chinoise et contre-mesures taïwanaises à l'ère de l'intelligence artificielle». Mathilde Jourde, chercheuse à l'IRIS, responsable du programme climat, environnement, sécurité, co-directrice de l'Observatoire défense et climat et co-autrice de l'article «L'intégration des changements climatiques dans les pratiques de guerre hybride». Emmanuel Maître, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, et avec qui nous avons réalisé l'entretien sur le sujet remise en cause et permanence de la dissuasion nucléaire. Et enfin, Isabelle Sourbès-Berger, directrice, de recherche émérite au CNRS et autrice de l'article «De la militarisation à l'arsenalisation de l'espace, quelle capacité, quelles limites». Donc avant de vous passer la parole, pour aller un petit peu plus en détail sur vos champs d'expertise, je voudrais peut-être revenir sur, une brève présentation de ce dossier, peut-être les questions structurantes et surtout quelques éléments de définition. Donc, on est, parti d'un constat de départ qui était celui d'une instabilité, et d'une ambiguïté croissante qui caractérise aujourd'hui les relations internationales. Donc d'abord, l'instabilité, qui procède notamment d'une accélération à la fois du tempo de la géopolitique, de l'innovation et de la production massive de certains, équipements peu coûteux qui tendent à favoriser une prime à l'offensive. Ambiguïté aussi dans la nature, des outils qui sont employés, donc militaires, non militaires, matériels ou immatériels, dans les objectifs qui sont poursuivis, qui vont de l'ingérence, à l'intimidation et à la coercition, et aussi une forme d'ambiguïté dans la revendication même, de certaines actions. Donc ce ne sont pas des stratégies qui sont fondamentalement nouvelles, mais leur potentiel de déstabilisation est aujourd'hui décuplé, par les moyens, qui sont à disposition, par certaines technologies à disposition, dans un système international à la fois globalisé et interconnecté. Donc ce sont des dynamiques qui mettent à l'épreuve certains concepts et dichotomies traditionnelles, donc de paix et de guerre, et entre civils et militaires, et qui provoquent aussi un renouveau, un effort de développement de nouveaux concepts, et de nouveaux cadres analytiques, pour porter un regard sur, ces conflictualités. On a aussi une multiplication des expressions donc guerre de l'information, guerre cognitive, guerre hybride, et en réponse, un motif rhétorique autour du réarmement, donc réarmement non seulement militaire, mais aussi réarmement intellectuel. Donc il nous a semblé important d'essayer de caractériser, ces dynamiques, de conflictualité et d'affrontement qui correspondent à une dégradation de la sécurité internationale, mais sans pour autant, dévoyer, le terme, de guerre, et celui d'armes. Donc on a choisi le prisme des moyens, pour déployer cette réflexion, plutôt que, par exemple, le point de départ des acteurs ou des objectifs, et ça nous a amené à nous concentrer sur, donc l'armement et l'arsenalisation. Donc d'une part, l'armement, qu'on désigne ici comme le processus, l'action de s'armer, donc le processus de développement capacitaire en fonction de choix stratégiques. Et donc ce soir, on se concentrera, notamment sur, les domaines, du spatial et celui, du nucléaire militaire. Et en 2e lieu, la notion d'arsenalisation, qui correspond à l'instrumentalisation, et à la transformation intentionnelle, de certains objets, de certains processus ou de certaines ressources, en, des moyens donc d'ingérence, voire de coercition. Donc
On va examiner non seulement les capacités, mais aussi, les termes qui sont employés, pour les qualifier, et donc parler du langage et des mots, et c'est là-dessus que vont porter donc, mes 1res questions. Quels sont les concepts qui émergent aujourd'hui pour décrire les conflictualités? Heu, Comment les termes qu'on utilise, que ce soit guerre de l'information, guerre cognitive, militarisation, arsenalisation, comment tout ça façonne notre compréhension des conflits? Et puis quel rôle jouent, les discours et le langage, dans, le développement et la structuration même, des conflits? Donc, tout d'abord, Camille, tu as coécrit l'article sur la guerre cognitive. Donc comment tu définis ce concept et en quoi il se distingue, d'autres termes comme celui de la guerre de l'information ou la guerre ou de l'influence? Quels sont les objectifs qui sous-tendent, ce type de stratégie? Merci Louise pour cette question. Effectivement, les 2 termes sont généralement utilisés dans, le langage, courant comme des synonymes et ils ne devraient pas l'être effectivement. Alors, l'influence, elle existe, j'ai envie de dire depuis très longtemps, hein, et elle est là, même elle est consubstantielle quelque part au langage et j'ai envie de dire aussi à la politique, hein. On a envie d'influencer et cetera, donc c'est quelque chose qui est, qui se situe à l'intérieur, de nos mots, de la manière dont on les agence, dans la grammaire et cetera. Alors, qu'est-ce que effectivement l'intelligence artificielle et a fortiori, les nouvelles technologies de communication, vont faire, impacter, cette influence? Alors déjà, à double titre, il semblerait qu'effectivement, il y ait une question de barrière puisque les nouvelles technologies, que l'on a actuellement, notamment, dans tout ce qui est cyber, voilà, dans le monde, cyber et dans l'espace dans cet espace-là, on a effectivement, eu des barrières, notamment des barrières géographiques, hein, et géopolitiques, financières et économiques qui vont être abattues. Et elles sont abattues notamment, par, et ça c'est une grande nouveauté, par notamment des, acteurs, hein, qui sont, privés. C'est-à-dire que l'influence, hein, la question de l'influence va être aux mains, hein, en tout cas, d'autres acteurs, hein. Avant, elle était, aux mains des États et là, elle va avoir une quelque sorte, des entreprises privées vont aussi avoir leur mot à dire et être des agents quelque part, qui vont véhiculer ce genre des messages, informationnels. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on ne touche pas uniquement, en fait, la couche supérieure de la cognition, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, qu'elle ne touche pas uniquement les messages, qui sont, en fait, qui vous viennent, quand vous lisez, quand vous écoutez, donc la couche supérieure de la cognition. Elle va aussi aller jouer de manière plus profonde, hein, qui vise effectivement à dégrader les fonctions cognitives, c'est-à-dire la question du moral, qui touche donc le moral psychologique, hein, les capacités de concentration, les capacités d'analyse d'un individu ou d'une population. Donc l'idée, c'est qu'avec ces nouvelles technologies, on ne va pas uniquement en fait influencer, hein, jouer sur les messages, qu'ils soient vrais ou faux, mais aller au-delà de ça et faire en sorte influencer sur comment les gens pensent. C'est-à-dire que quand vous croyez quelque part à une fake news et que vous la relayez, ce n'est pas uniquement parce que vous n'avez mal compris le message. C'est parce qu'il y a un certain nombre de processus cognitifs qui ont été atteints, en fait, et qui vont faire que vous allez, plus qu'un autre individu, croire à cette fake news et relayer cette fake news. Il y a donc, pour cela, en fait, les agents qui vont essayer de vous influencer et dégrader votre cognition vont surcharger votre cognition, donc en vous, effectivement, bombardant de messages et créer, par exemple, même un état carrément, par exemple, limite de burn-out cognitif, qui vont effectivement, là, brouiller vos sens et votre analyse de façon à ce que vous ne sachiez plus si c'est vrai, si c'est faux et finalement, on doute même de ce qui est pourtant vrai. Et c'est ça, probablement, ce qui est le plus important actuellement, c'est qu'on est tellement à la recherche du faux qu'on ne voit plus ce qui est vrai.
Donc on a fait quelque part, l'intelligence artificielle va être, un outil, qui va nous permettre, parfaitement en fait d'atteindre ces couches de la cognition. Là où effectivement les vecteurs traditionnels, hein, qui étaient notamment portés par, des messages, portés par les médias, la publicité, hein, et cetera. On pense aux propagandes qu'il y avait donc avant cette ère-là. Il y a, donc l'IA va permettre à la fois une personnalisation des messages, c'est-à-dire que le message ne sera pas adressé à vous de la même manière que votre voisin, donc ce qui va faire en sorte que le message va être plus impactant. Il va être massifié, c'est ce que j'ai dit, hein, pour créer un burn-out cognitif, il faut être bombardé de cette information. On pense par exemple à DeepSeek, à l'arrivée de DeepSeek, hein, tout le monde en a parlé et ce n'est pas pour rien en fait, c'est parce qu'on l'a voulu, on l'a mis dans la tête et quand vous avez à un moment tout le monde parle de ça, c'est que ça a été voulu quelque part. Et puis, on a aussi une automatisation qui va aussi avec la massification, mais c'est très pratique puisque c'est à la fois à bas coût, et c'est-à-dire qu'on a besoin de peu de personnes et on peut le faire de manière en continu, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui fait que finalement, on a vraiment la cognition, le cerveau est envisagé comme un champ de bataille clairement, pour l'avenir et un terrain effectivement propice, à l'influence et finalement à l'enfermement, émotionnel, qui effectivement ne pouvait pas être simulé par ailleurs, par exemple dans de vieilles, on pense aux vieilles publicités par exemple, qui étaient des supports de communication, pour, l'American Dream, hein, par exemple et cetera. Là, on a, véritablement un enfermement, émotionnel qui va être doublé, d'une empathie. On crée une empathie et cette empathie, elle est, supportée notamment par cette intelligence artificielle qui va vous créer des avatars, qui va falsifier des films, etc. Et qui va faire en sorte que vous allez créer de l'empathie par anthropomorphisme quelque part. Et cette empathie, elle va même plus loin puisque statistiquement, on sait qu'un humain fait plus confiance à une IA qu'à un autre humain. Et donc, toute l'intelligence artificielle, cette guerre de la cognition, pardon, elle est complètement réenvisagée à l'aune de l'intelligence artificielle et on va effectivement plus loin dans cette question de l'arsenalisation. Merci beaucoup Camille, pour cette réponse très complète. Donc tu nous as parlé, d'influence et aussi de fake news. Ce qui me conduit à me tourner vers toi, Mathilde, qui est donc tu es spécialiste, notamment des changements climatiques. Comment, les changements climatiques s'intègrent dans certaines stratégies discursives, dans certains narratifs, portés par des États comme par exemple la Russie ou les États-Unis? Merci, Louise pour cette introduction et Camille pour ces premiers mots. Donc effectivement, je vais plutôt, illustrer, ou parler des changements climatiques, et de la manière dont les changements climatiques sont en réalité une donnée qui est intégrée stratégiquement par les États. On a tendance à penser parfois que les changements climatiques sont relégués au second plan, mais en fait, on peut déceler une forme d'anticipation stratégique opérée par certains acteurs et donc sous couvert de: «On ne va pas s'occuper, des changements climatiques parce qu'on pourrait penser que ce n'est pas une priorité stratégique». En réalité, il y a une préoccupation, quand on réfléchit à ce sujet, quand les États pensent à la question, climatique. La prise en compte des changements climatiques, elle est extrêmement différente en fonction, des États. On va avoir certains États qui vont composer, en luttant contre les changements climatiques. La Chine, par exemple, ou l'Union européenne vont se positionner comme des leaders sur, la question climatique, en tentant à la fois de réinventer, leur, système énergétique ou leur, modèle économique. On va avoir des États qui vont composer avec les changements climatiques. On peut, prendre le cas de la Russie, par exemple, qui parfois perçoit, les changements climatiques comme un avantage stratégique. Et ensuite, on a des États qui vont composer tout simplement sans la prise en compte des changements climatiques, comme les États-Unis, qui vont réellement nier la réalité des changements, climatiques pour conserver leur hégémonie qui est liée, à, l'économie, mondiale extrêmement, carbonée.
Et donc, quoi qu'il en soit, on a très peu d'États ou quasiment plus d'États qui font complètement abstraction de la question climatique. Et elles s'intègrent, cette question des changements climatiques, d'une manière ou d'une autre, dans les narratifs. On a notamment une chercheuse qui s'appelle Olivia Lazare, qui parle d'anthropolitique pour illustrer la manière dont les enjeux de l'anthropocène sont liés à la réelle politique. Je vais vous citer donc quelques exemples pour illustrer mon propos avec l'exemple de la Russie, par exemple, des États-Unis et également celui de la Chine, qui sont des exemples tout à fait pertinents pour, euh, pour montrer un petit peu ces différentes manières de prendre en compte les changements climatiques. Je parlais précédemment de la Russie qui considère les changements climatiques comme des changements climatiques qui pourraient représenter un avantage stratégique. Et en fait, il y a une sorte de mythe qui considérait que les changements climatiques soient heureux, puissent permettre, par exemple, un développement agricole plus important, puissent permettre l'ouverture de nouvelles routes maritimes. Et ça, c'est donc une vision russe qui est extrêmement influencée par l'idée que les changements climatiques représenteraient un avantage et qu'on pourrait en réalité tirer profit du réchauffement climatique. En ce sens, Vladimir Poutine avait déclaré en 2023, je cite: «Il fera 2 ou 3 degrés de plus, ce n'est pas dramatique, c'est peut-être même bien, on dépensera moins de fourrure». Donc voilà, c'est une manière de percevoir les changements climatiques et de se concentrer sur les effets positifs du changement climatique qui sont soulignés par la Russie, notamment dans sa dernière doctrine climatique officielle qui date d'octobre 2023. Et dans cette doctrine-là, on va voir que les changements climatiques on parle des changements climatiques comme un avantage parce qu'ils vont permettre une baisse des coûts de chauffage des bâtiments. Ils vont aussi permettre un accès facilité à l'Arctique pour l'exploration commerciale, par exemple. Donc voilà, donc c'est des avantages qui sont souvent cités, celui de la route maritime du Nord, donc d'avoir une possibilité de circuler dans l'océan Arctique. On a aussi un autre avantage souvent cité lié à l'agriculture, avec un dégel du sud de la Sibérie qui permettrait de libérer certaines terres. Mais en réalité, c'est un narratif qui est erroné, qui omet une partie de la réalité, puisque les changements climatiques ne vont pas bénéficier du tout à la Russie. On a énormément de problèmes liés à la sécheresse, notamment depuis 2010, avec une perte jusqu'à un tiers des récoltes agricoles dans certaines régions. On va avoir également de nombreux incendies. En 2024, il y avait eu des feux de forêt gigantesques en Russie. La fonte du pergélisol va également provoquer des problèmes pour l'agriculture, mais aussi endommager les constructions. Et on a surtout en fait un territoire qui est beaucoup plus vulnérable, qui est au changement climatique, avec un réchauffement climatique qui est 2,5 fois plus rapide en Russie que sur le reste de la planète. Donc ça, c'est pour vous illustrer un narratif qu'on va pouvoir véhiculer, qu'on va retrouver par certains États. C'est donc ce mythe qui permet aussi de justifier l'inaction de cet État. Mais donc on a un mythe autour de bénéfices liés au changement climatique. On a un autre cas qui est assez intéressant, qui est le cas des États-Unis, puisque sous l'administration de Donald Trump, les États-Unis vont conceptualiser les changements climatiques à l'opposé de la lutte contre les changements climatiques. Donc en réalité, on va avoir une doctrine qui attaque complètement la lutte contre les changements climatiques. Vous avez dû voir passer les nouvelles la semaine dernière notamment, avec les États-Unis qui se sont retirés d'organisations internationales sur le climat, du GIEC par exemple, ou de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui sont les organes fondateurs de la gouvernance climatique mondiale. Et donc, quand on parle des États-Unis et quand on essaie de comprendre l'intégration des changements climatiques dans leur perception de leur puissance, on va avoir un État qui va prôner plutôt donc, le climato-scepticisme, mais plus que ça, le déni des changements climatiques et de l'origine anthropogénique des changements climatiques. Euh, Tout ça dans une volonté de dominer énergétiquement l'économie mondiale aussi, de garder une structure énergétique autour des hydrocarbures et des énergies fossiles. Et donc, on a vraiment une perception des changements climatiques comme un canular. Vous avez dû l'entendre aussi, alors que Donald Trump a déclaré ça je crois 2 semaines avant la COP30 et disait que les changements climatiques étaient le plus grand canular de l'histoire. Donc voilà, donc les changements climatiques sont vraiment construits comme une forme d'ennemi symbolique
pour les États-Unis. Et je vais aller brièvement sur le cas de la Chine, qui est aussi très intéressant à mentionner, évidemment, avant de laisser la parole à mes copanélistes. Mais on a le cas de la Chine qui est intéressant pour illustrer la manière dont certains États, à l'inverse, vont utiliser les changements climatiques pour se mettre en avant, pour créer une forme de nouveau leadership sur la scène internationale. En ce sens, la Chine se présente vraiment comme un acteur central de la transition verte, qui s'est engagée sur une neutralité carbone d'ici à 2060 et qui a inscrit, qui a introduit la notion de civilisation écologique comme nouvelle boussole de son développement. Donc on a vraiment une stratégie qui est opposée à celle des États-Unis, qui est intéressante en ce moment particulièrement à constater. Et on a du coup un État qui a complètement décidé de prendre le contrôle sur les technologies vertes et sur toute la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement de ces technologies-là, pour se construire justement à l'opposé des États-Unis comme un leader de la transition énergétique et reprendre un petit peu peut-être le flambeau à l'avenir de certains États qui avaient initialement pris l'initiative de la lutte contre les changements climatiques. Donc voilà, j'espère que j'ai illustré clairement ces trois exemples. Oui, merci beaucoup et on pourra revenir, après avoir abordé la question du discours sur, plus particulièrement les leviers et les moyens. Mais d'abord, quand on évoque, le sujet des discours et du langage, le sujet du nucléaire, semble incontournable. Pourquoi, la question du discours est particulièrement sensible et importante dans le domaine du nucléaire et quels sont, les motifs ou les thématiques, importantes qui se dégagent selon toi aujourd'hui, Emmanuel? Merci beaucoup tous. Ouais, merci. Oui, alors c'est vrai qu'en matière de dissuasion nucléaire, le langage est souvent considéré comme quelque chose d'extrêmement important et même d'assez, presque, il y a une espèce de champ lexical entier sur, ce que constitue le langage dans le domaine du nucléaire. Ce qu'on peut remarquer sur, les 10 dernières années, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, un langage qui revient en force, dans les discours de sécurité, donc vraiment une remise au premier plan. Deuxièmement, peut-être un discours qui est, davantage décomplexé, voire désinhibé, sur le nucléaire militaire. Et puis, 3e, volet, un petit peu, moins visible ces dernières années, mais néanmoins existant, c'est une contestation également de ce discours. Ou en tout cas d'une forme de discours, sur la manière dont on parle de la dissuasion. Alors sur le 1er point, je pense que c'est assez, assez connu évidemment. Beaucoup d'États, avaient considéré après la fin de la guerre froide que le nucléaire, la dissuasion, beaucoup d'États qui ont ces capacités ou qui dépendent de ces capacités pour leur sécurité, étaient un petit peu moins importants. Depuis une dizaine d'années, on a dans les stratégies de défense et de sécurité une volonté de réaffirmer le rôle du nucléaire, donc dans le discours même, dans les écrits, dans les documents, on retrouve une place de premier plan, en particulier aux États-Unis, en Russie ou encore pour l'OTAN. On a un discours plus fort, réaffirmé. Le 2e élément à noter, c'est une volonté vraiment, je dirais dans ces pays-là de, réapproprier ce qui est appelé la grammaire nucléaire avec cette idée que justement on a un petit peu moins utilisé ces termes-là pendant, l'après-guerre froide, au début des années 2000, ce qui a conduit à une perte de compréhension peut-être de certains concepts, de certains enjeux et qu'il faut faire en sorte de revenir, réapprendre, tout cela. Et d'ailleurs, c'est pas seulement des mots, hein, cette, grammaire nucléaire, c'est aussi des signaux, des comportements, différentes, actions que prennent les États pour, envoyer un message dissuasif à leur adversaire, éventuellement gérer une escalade dans le cadre d'un conflit. Alors quels ces signaux, ça peut être par exemple des exercices, des tirs de missiles, la mise en alerte de certains systèmes, mais avec l'idée qu'il y a une dialectique, un échange et que l'adversaire va percevoir et va réagir de la manière souhaitée si le signal a été envoyé de manière opportune. Donc c'est vraiment une logique voilà, de dialectique et de compréhension mutuelle avec bien sûr des évolutions depuis la guerre froide. Tout d'abord, pendant la guerre froide, on était d'une certaine manière assez largement dans une logique vraiment, de dialogue à 2 ou en tout cas à 2 camps, à 2 blocs. Évidemment, maintenant, on est sur une situation, beaucoup plus, compliquée avec de nouveaux acteurs qui doivent s'intégrer à ce discours et c'est pas forcément, aussi simple d'avoir une communication avec 9 États qui disposent de capacités nucléaires et qui ont potentiellement une compréhension un petit peu différente de la manière dont il faut, communiquer.
Le deuxième point, c'est aussi une extension du domaine stratégique, bien sûr. La dissuasion, c'est avant tout les armes nucléaires, la manière dont elles sont, les stratégies d'emploi et cetera. Mais de plus en plus, ça grignote un petit peu sur des capacités annexes, qui sont néanmoins considérées comme, stratégiques, essentielles, aussi pour le domaine nucléaire. Par exemple, le cyber, l'espace et d'autres éléments, qui font, partie du dossier. Donc il y a une réflexion un petit peu sur la manière, dont cette communication doit, bien garder d'une certaine manière la spécificité du nucléaire, mais aussi potentiellement s'intéresser aux autres sujets. Le deuxième point que je voulais, développer un petit peu dans cette idée de langage, de dialogue, c'est ce côté assez décomplexé, qu'on observe depuis, encore une fois, une dizaine d'années. Alors bien sûr, on peut dire que toute, forme de dissuasion, toute stratégie de dissuasion repose sur la menace de créer des dommages inacceptables. C'est le terme qu'on emploie par exemple en France chez l'adversaire. Donc cette idée de menace, de frapper un territoire, elle est consubstantielle à la dissuasion. En revanche, ce qu'on a pu décrire, sur ces dernières années, c'est un glissement vers quelque chose qui est plutôt, de l'ordre du chantage nucléaire puisque la dissuasion telle qu'elle s'est construite, telle qu'elle est censée fonctionner, c'est un discours avant tout défensif. Si je suis attaqué, je peux riposter. Le chantage nucléaire, la coercition, c'est un discours beaucoup plus offensif puisque là, on va menacer directement, des acteurs, qui, n'ont pas auparavant, mené d'action agressive sur son propre, territoire. Cette forme de désinhibition, de discours, beaucoup plus, relâché sur, la question nucléaire, on l'a vu bien sûr avec la Russie, depuis le début de l'invasion en Ukraine, avec une volonté très claire de manipuler justement les opinions, publiques, notamment occidentales, de faire peur avec, une espèce de questionnement aussi sur la rationalité du gouvernement et sur la, capacité, d'avoir justement des décisions perçues comme, proportionné par rapport au type d'agression qui est menée. Ce qui est intéressant, encore une fois, là, de voir avec le cas de la Russie, c'est que c'est un discours plus ou moins officiel. On ne sait pas toujours si la personne se réclame du gouvernement ou parle en son nom propre, plus ou moins brutal aussi, avec éventuellement Poutine lui-même, parfois calmant un petit peu certains de ses lieutenants sur ce discours, mais une ambiguïté justement qui sert la politique de manipulation. Au demeurant, la Russie n'est pas le seul pays qui se caractérise par un discours un peu, décomplexé, encore une fois, sur le nucléaire, hein. On peut se souvenir de 2017 et de Trump, qui avait menacé, la Corée du Nord du feu et de la furie, et puis ensuite qui avait, eu des propos assez absurde sur le fait que son bouton nucléaire était plus gros que celui de Kim Jong-un et cetera. Donc là, il y avait encore, vraiment une volonté de jouer sur cette peur et ce côté assez irrationnel du nucléaire ou encore, des propos d'un ministre, junior, israélien en 2023, qui indiquait que le nucléaire était une option, pour la guerre à Gaza. Donc voilà, on a vu ce type de discours. 2, points également à noter sur cet aspect-là. Tout d'abord, là encore, ce discours désinhibé utilise aussi des nouveaux canaux de communication, les réseaux sociaux, les, talk shows et cetera avec des propos non officiels qui sont relayés, on ne sait pas exactement d'où ça vient et qui peuvent prendre, une apparence, nouvelle. Le deuxième élément, c'est que ça ne concerne pas seulement les États qui ont des armes nucléaires, mais qu'on a vu qu'un certain nombre de dirigeants ou de, personnalités dans différents gouvernements pouvaient aussi, avoir des propos qui ne sont pas conformes avec leurs obligations internationales dans le domaine du nucléaire. Le président turc, par exemple, des leaders en Corée du Sud assez fréquemment sur leur désir potentiel d'acquérir l'arme nucléaire, ou encore de manière assez étonnante, au mois de décembre, des propos rapportés à l'administration, enfin des membres de l'administration japonaise sur le désir potentiel de développer un programme nucléaire. Troisième point, un petit peu plus, marginal aujourd'hui, mais qu'il est à mon avis essentiel de rappeler, c'est que ce discours sur la dissuasion, il reste contesté au niveau, international et c'est notamment extrêmement intéressant de constater que les mouvements antinucléaires, depuis, une dizaine d'années, là encore, depuis, les campagnes qui ont abouti au traité d'interdiction des armes nucléaires en 2017, ces mouvements, utilisent vraiment le langage, le lexique, pour contester la logique de la dissuasion nucléaire et vraiment essayer de la délégitimer.
Alors par exemple, ça va passer par des choix lexicaux, éviter de parler, de frappe nucléaire ou de riposte et cetera, plutôt parler de détonation, insister sur le fait que les armes nucléaires sont des armes de destruction massive, insister à chaque fois, sur les victimes, sur les risques, sur les conséquences possibles. C'est évidemment un vocabulaire qui est à l'opposé du côté assez clinique, assez abstrait, des stratégies, des doctrines nucléaires qui veulent justement en général éviter de s'appesantir sur ce côté très matériel de la destruction provoquée par l'arme nucléaire. Donc là encore, un langage qui est utilisé du coup pour envoyer un message sur, la manière dont on perçoit, cette doctrine, et on voit bien que son interprétation du coup, est essentielle pour juger un petit peu dans quel cadre on se trouve. Merci beaucoup, donc pour ces premiers éléments sur le nucléaire, qui posent bien le cadre, et pour finir ce premier tour, de questions, je me tourne vers vous, Isabelle. Donc l'espace, c'est un domaine stratégique. Vous avez coécrit, l'article qui va donc de la militarisation à l'arsenalisation de l'espace. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces 2 termes? Quelle différence vous faites entre ces 2 termes? Spatial, c'est intéressant parce qu'il est toujours, un petit peu décalé par rapport au reste des perceptions stratégiques, alors même qu'en fait, effectivement, l'espace naît en pleine guerre froide et au moment où, dans l'esprit, des États-Unis comme de l'Union soviétique, ce sont les capacités nucléaires, qui justifient de leur investissement et de leur intérêt pour l'espace. Alors il y a toujours 2 volets dans le début de l'histoire, de la conquête spatiale ou de l'exploration, comme le disent, plutôt les scientifiques ou les acteurs de l'époque. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un espace qui, en ce qu'il permet de comprendre et de connaître la Terre dans son ensemble, va être à la fois un élément de coopération internationale, un élément de connaissance scientifique. Si vous voulez, c'est un petit peu, l'ancêtre de tout ce qui va être, aujourd'hui le global change, hein, puisque la décision de lancer l'année géophysique internationale 1957-1958, elle est sur 2 années civiles parce qu'elle correspond à un pic de l'activité solaire. Eh bien, c'est le moyen pour les scientifiques du monde entier d'échanger tous les types de données, alors avec des traîneaux au pôle, avec des bateaux, avec de simples instruments posés dans les différents espaces géographiques. Et donc, ça va être d'échanger toutes ces données pour mieux comprendre ce qu'est l'évolution des relations entre la Terre, l'océan et l'atmosphère. Et le satellite, c'est une véritable révolution puisque lui, il va permettre de voir à la fois la Terre d'en haut, donc de dépasser l'atmosphère et de capter des données qui seront précisément ces données qui correspondent au flux de radiation que le Soleil envoie. Donc ça, c'est le côté complètement civil et scientifique du spatial qui est quand même toujours présent à ce jour. C'est toujours un petit peu compliqué de bien faire comprendre que quand on parle spatial, il y a un aspect compétition qu'on connaît encore plus aujourd'hui, mais il y a quand même cet aspect de coopération qui demeure et qui représente véritablement aujourd'hui le meilleur moyen de comprendre et de connaître le changement climatique, par exemple. Bon, on va mettre de côté ce volet-là, qui est pourtant un peu, je dirais, plus sympathique et plus encourageant que l'autre, mais qui n'est pas exactement le terme du débat. Donc le côté militarisation de l'espace, là encore, c'est assez étonnant parce que, si vous voulez, les premiers satellites militaires qui vont en parallèle des premiers satellites scientifiques, ce sont d'abord des satellites américains et ce sont d'abord des satellites de reconnaissance, puisqu'il était beaucoup plus crucial pour les États-Unis, dans un contexte potentiel de frappe nucléaire contre l'Union soviétique en 1957, de disposer d'une cartographie précise du territoire de l'Union soviétique pour pouvoir faire du ciblage et d'identifier les ressources militaires potentielles et les sites stratégiques à frapper. Donc, dès 1959, hein, vous avez un programme top secret qui est le programme Corona, qui a été pensé à partir de 1947, donc 10 ans avant le lancement du premier satellite, par la Rand Corporation, qui était à l'époque une toute petite institution et qui voulait donner aux États-Unis précisément le moyen de se dégager de la question du survol aérien nécessitant en droit international une autorisation de l'État survolé, qui donc était violée régulièrement par les vols de U-2
Sauf que le jour où les vols de U-2 ont été pris par la chasse soviétique, là, le problème véritable est apparu clairement. Mais c'était quelque chose d'anticipé et la principale préoccupation stratégique des Américains dans le spatial, c'était cette acquisition de cartographie précise. Pourquoi évidemment, ce n'était pas le problème du côté des Soviétiques? Bah, tout simplement parce que les États-Unis sont une société extrêmement ouverte et que vous pouvez trouver dans n'importe guide touristique énormément d'informations géographiques et de localisation et que vous pouvez vous-même survoler avec des petits avions privés, des tas de sites, même si vous ne pouvez pas évidemment survoler les sites stratégiques. Donc cette question fait que le satellite militaire, dès le début, pour l'Union soviétique comme pour les États-Unis, il est clair qu'il va représenter une part cruciale de l'activité. Cependant, en 1967, le traité de l'espace, qui est toujours le seul traité international global signé par quasiment 90% des États, le traité de 67, sans broncher, considère que les activités dans l'espace doivent être pacifiques, absolument pacifiques. Alors, pacifique avec des satellites militaires en 67, ils sont quand même reconnus, c'est un peu difficile à admettre. L'Inde a crié haut et fort, en particulier aux Nations Unies, quand on disait pacifique, ça voulait dire qu'on excluait toute activité militaire. Mais en fait, les États-Unis et l'Union soviétique ont fait valoir, et de toute façon, il faut bien comprendre qu'on dit que c'est un traité international, mais en réalité, à cette époque, il a été négocié exclusivement entre les États-Unis et l'Union soviétique, hein. Les autres États n'avaient pas beaucoup de mots à dire. Mais en tout cas, les 2 ont fait valoir que, mais non, les militaires pouvaient soutenir des activités pacifiques, dans des tremblements de terre, dans de l'aide à des populations, et cetera, et cetera. Et en fait, on s'est entendu bon an, mal an, hein, parce que, encore en 1989, il y avait encore, des débats, en tant qu'experts sur est-ce que vraiment un satellite militaire peut être dit pacifique ou non pacifique? Mais en tout cas, tout le monde s'est entendu ou s'est voilé la face ou a fait de l'interprétation libre, comme vous voulez, pour dire que dès lors qu'un satellite n'était pas agressif, c'est-à-dire qu'il ne portait pas lui-même une action offensive, il allait être admis comme pacifique. Le renversement de situation s'est donc fait au milieu des années 1980 et plus précisément en 1983 avec la fameuse guerre des étoiles de Reagan, puisque dans un contexte qui est en fait un contexte de dissuasion nucléaire en réalité. Le spatial, là, je dirais, c'est encore un outil, c'est rien de plus que ça. Mais dans le contexte de la dissuasion nucléaire, il était essentiel pour Reagan de se doter de moyens d'interception dans l'espace qui permettraient d'arrêter les frappes nucléaires soviétiques sur le territoire américain. Sauf que si vous mettez des moyens d'interception dans l'espace, eh bien en fait, contre des missiles, vous mettez aussi des moyens d'interception dans l'espace potentiellement contre des satellites. La vitesse n'est pas tout à fait la même, la trajectoire n'est pas tout à fait la même. Enfin, globalement, à partir du moment où vous êtes capable de détecter et d'agir, fondamentalement, vous venez de franchir le pas et d'ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est intéressant, et on voit bien le poids des questions internationales dans ce contexte du spatial, hein, parce qu'on est en 1983, 2 ans plus tard, Gorbatchev arrive au pouvoir, et dès 1983, on est dans un déclin connu et attesté des capacités de l'Union soviétique. Et donc, d'une certaine façon, Reagan prend ce risque d'ouvrir cette boîte qui était jusque-là extrêmement bien fermée parce qu'il considère que les États-Unis, l'Union soviétique ne pourra pas suivre. Et pourquoi cette boîte était jusque-là très bien fermée et pourquoi ça a quand même posé un véritable choc international, c'est que finalement, à partir du traité SALT de 1972, donc le traité sur la limitation des armements stratégiques et des armements balistiques, depuis SALT, finalement, le seul moyen de vérification qui permettait de baisser et de limiter le nombre d'armes nucléaires sur Terre, c'était les satellites. C'était le seul moyen non intrusif que finalement personne ne pouvait détruire en totalité et qui donc garantissait la stabilité nucléaire. Et en 83, cette décision de Reagan, elle amène énormément de réactions sur le plan international, bon, dont nous, on n'a pas tellement tenu compte, mais avec, par exemple, la création en 1982, à la conférence du désarmement aux Nations Unies, donc en prémisse de ce qui est en train de se passer sur ce côté décomplexé finalement qu'on voit poindre aux États-Unis sur la possibilité d'utiliser des satellites de façon offensive, on a ces premiers accords à la conférence du désarmement pour lutter, des accords Paros, pour lutter contre l'armement dans l'espace. Et pour les Français, c'est intéressant parce qu'en 78, on avait même fait une proposition
de satellites bleus, donc on n'a pas beaucoup, enfin, qu'on a assez peu connu ensuite, et qui était de dire il faut que l'ONU se dote d'un satellite de surveillance qui puisse dire réellement ce qui se passe, ce qui se passe. Et les Canadiens avaient été encore plus loin 2 ans plus tard, puisqu'ils avaient proposé un satellite PACSAT, qui serait un satellite qui observerait la Terre pour la sécurité et qui observerait l'espace pour garantir aussi qu'il n'y ait pas d'attaque potentielle dans l'espace. Alors, il y avait juste un petit problème en 78 et en 82, c'est qu'il n'y avait que les États-Unis et l'Union soviétique qui pouvaient fabriquer et lancer ce type de satellite. Donc effectivement, ces propositions n'ont pas été vraiment relayées, mais ça a quand même donné lieu en France au programme de satellite SPOT, puis le programme de satellite Helios, et au Canada, les programmes de radar. Donc pour en revenir maintenant à l'arsenalisation, donc on a cette espèce de temps mort des années 80 où en fait les États-Unis commencent à ouvrir le sujet de l'arsenalisation, l'Union soviétique ne suit pas, mais en même temps, on a les 2 guerres dites spatiales qui sont toujours des guerres où finalement les satellites ne sont pas directement offensifs, donc ça passe, qui sont les guerres contre l'Irak, les 2 guerres du Golfe, où là, on a une démonstration brillantissime finalement et sur grand écran, largement diffusée, de ce que les satellites permettent de faire en termes d'amélioration, de frappe, de supériorité, militaire et d'écrasement, finalement des forces au sol avant même la bataille. Donc ces 2 guerres spatiales, on va encore les laisser du côté de la militarisation et puis on va véritablement ouvrir l'époque de l'arsenalisation au début des on va dire, au début des années 2000, en tout cas de manière officielle et de façon un petit peu surprenante avec Obama, dans la stratégie de sécurité, spatiale américaine qui, pour la première fois, emploie l'expression: «L'espace est contesté, congestionné et compétitif», qui est un slogan que vous allez retrouver dans la bouche du président Macron dans les années 2019 et que tout le monde répète maintenant. On pourrait discuter de jusqu'à quel point il est congestionné et jusqu'à quel point il est contesté et compétitif, mais de fait, c'est la perception. Vous avez raison sur le choix des mots et sur l'importance des mots. C'est la perception que maintenant tout le monde a intégré au point que les Indiens, dont je vous disais qu'ils avaient été vraiment le fer de lance de cette lutte contre l'espace qui auraient été militaires, ont créé pour la première fois un commandement indien militaire de l'espace et envisagent de se doter à leur tour d'armes spatiales et ont fait un test ASAT en anti-satellite depuis la Terre en 2019. Donc on pourra revenir sur tout ça quand on parlera des capacités spatiales. J'avais judicieusement lancé un chronomètre, enfin mis un chronomètre, mais je ne l'ai pas lancé. Donc j'imagine que je suis à peu près arrivée à mes 4 minutes. Mais bon, de toute façon, vu la déclinaison des questions, on y reviendra. Donc, arsenalisation, c'est l'usage offensif de satellites depuis l'espace, soit contre des forces dans l'espace, soit potentiellement sur Terre. Et militarisation, c'est le fait qu'on utilise des satellites militaires qui sont peu ou prou la même chose que les satellites civils, mais qui sont opérés et confiés à des militaires. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Donc on va passer, aux capacités plus concrètes, aux moyens qui sont, déployés pour exercer justement ces dynamiques d'ingérence, de coercition, et de confrontation, et quelles sont en fait les capacités, qui sont, développées pour maintenir, ou acquérir une forme de supériorité stratégique dans, un ou plusieurs domaines. D'abord Camille, donc tu as parlé de l'IA comme un moyen d'atteindre comme en fait un moyen de mener la guerre cognitive. Tu as aussi mentionné des plateformes concrètes. Donc en fait, est-ce que tu pourrais revenir sur les capacités technologiques et les capacités industrielles, qui sont nécessaires et qui sous-tendent la guerre cognitive, et toutes les problématiques de chaîne de valeur et d'approvisionnement qui en découlent? Oui, tout à fait. Alors, l'IA, il me semble qu'on l'a compris, c'est une technologie qu'on appelle, dite globale, hein, puisqu'effectivement elle a à la fois un impact, sur, l'économie, hein, de manière générale. Elle a aussi, un impact sur le rayonnement, c'est un outil de rayonnement d'influence, hein, et puis c'est aussi un formidable outil de contrôle et de contrôle des populations. On le voit, bien évidemment en Chine, hein, où effectivement les IA, notamment DeepSeek, vont, «bugger» entre guillemets lorsque vous allez leur poser des questions qui touchent, au pouvoir, hein, par exemple, sur des questions d'histoire, hein, qu'est-ce qui sur la révolution culturelle.
Mais également, on le voit aussi du côté américain, hein, où effectivement les intelligences artificielles conversationnelles sont empreints d'un discours, un discours qui est plus ou moins visible, hein. Quand on pense à Grok, bon, on peut voir plus facilement que quand on voit OpenAI, mais il y a des discours, c'est-à-dire que la manière dont on a entraîné l'algorithme, les supports sur lesquels en fait on les a entraînés ne sont pas neutres et sont politiquement orientés. Et donc, c'est quelque chose qui a été compris donc depuis un certain nombre d'années, hein, depuis les années 80. On se doute que l'intelligence artificielle, hein, c'est quelque chose qui n'a pas émergé depuis DeepSeek, j'ai envie de dire, et depuis OpenAI. C'est quelque chose qui est là depuis presque la machine de Turing, hein, où effectivement on a essayé d'entraîner un ordinateur jusqu'à ce qu'il puisse presque avoir des réponses spontanées. Et donc, en fait, on a l'idée depuis les années 80 d'aller s'accaparer l'ensemble de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Et donc, effectivement, l'idée, c'est d'aller à la fois depuis en fait les terres rares jusqu'aux plateformes. Et c'est une idée qui, effectivement, prend tout son sens à l'heure actuelle où, effectivement, la course à l'intelligence artificielle n'est plus du tout cachée. Et donc, cette chaîne de valeur, elle comporte plusieurs maillons essentiels, hein. Donc, on le sait, hein, les terres rares, hein, et c'est pour ça qu'effectivement, on a voilà, une politique néo-mercantiliste et qui vise à s'accaparer des, des territoires de la part des Américains. Et puis, on a une politique pareille au niveau de la Chine qui est alors peut-être moins comment dire, évidente, mais elle est là également, notamment par exemple en RDC, mais aussi en Amérique latine, par exemple, hein, où en Argentine, on a effectivement un président, donc Javier Milei, qui est plutôt du côté trumpiste, hein, mais effectivement, les réserves de terres rares sont aux mains des régions, et les régions sont plutôt donc pro-Chine. Et donc, on a déjà l'exploitation de minerais par la Chine dans ce pays. Donc, l'idée, c'est d'avoir toute la chaîne de valeur, depuis les terres rares, en passant évidemment par tout ce qui est fonderie de microprocesseurs jusqu'aux plateformes. Et donc, la question de tout ce qui est microprocesseurs et fonderie, c'est une bataille qui se livre depuis à peu près les années 80. Et où les Américains n'ont pas forcément ont toujours été concurrencés par l'Asie. Alors au début, le Japon, puis ensuite Taïwan, et c'est pour ça qu'il y a eu une alliance avec Taïwan, et maintenant la Chine. Mais il y a toujours une compétition vive qui remonte à ces années. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'idée en fait de guerre commerciale débute, alors elle débute pas depuis les années 80, mais ce qu'on assiste avec Trump, ça s'est déjà passé dans les années 80, où effectivement on avait l'article 301 du Trade Act qui avait permis en fait de faire un fair market value avec le Japon, où en fait l'idée c'était effectivement d'ouvrir le marché japonais à 20%, d'ouvrir le marché japonais des microprocesseurs à 20%, donc c'est-à-dire que le marché des japonais devait absorber 20% de microprocesseurs américains, et de l'autre côté l'idée, c'était qu'effectivement, les prix en fait de vente de ces microprocesseurs japonais étaient capés au-dessus en fait des coûts de production américains, de façon à ce qu'ils ne soient pas compétitifs. Donc cette guerre commerciale, en fait, elle est même, on va dire, elle est quasiment dans l'ADN américain. Et alors, c'est juste au niveau de la forme, effectivement, qu'il y a une énorme rupture, mais c'est quelque chose qui est déjà là et présent. Donc, l'idée, c'est de s'accaparer cette chaîne de valeur jusqu'aux plateformes, où effectivement, les plateformes, on le sait bien, hein, c'est à la fois c'est OpenAI, mais c'est aussi des plateformes sur lesquelles on va diffuser ce genre de contenu, et qui en fait répondent à des lois économiques qui sont assez simples, qui en fait le premier arrivé
pour y arriver, récupère tout le marché. Et donc c'est pour ça qu'on a par exemple OpenAI qui est arrivé et qui a essayé de capturer le marché, parce qu'effectivement on a ce qu'on appelle l'idée de capture de consommateurs. Donc c'est-à-dire que plus vous allez être habitué à aller sur une plateforme, et plus vous n'allez pas en sortir, puisque vous êtes habitué et vous avez un historique de conversation, et qui plus est, vous pouvez payer. Donc vous n'allez pas nécessairement aller vous rendre sur une plateforme concurrente. C'est pour ça, effectivement, que DeepSeek a fait un énorme buzz communicationnel. C'était effectivement pour justement contrebalancer cette primauté, cette arrivée en premier lieu d'OpenAI. Donc la concurrence est rude, et l'idée, effectivement, c'est des États, c'est de s'emparer de ces canaux qui sont privés, pour faciliter effectivement l'influence et faire en sorte que le leadership mondial passe par là, c'est-à-dire à la fois économique, puisque la capitalisation, par exemple, de Nvidia, d'OpenAI, et bien sûr des big tech plus classiques, comme les GAFAM, est énorme, et permet en fait aux États-Unis de continuer en fait à être un des leaderships, à continuer d'avoir le leadership. De l'autre côté, effectivement, on a la Chine qui, effectivement, monte progressivement en compétences. Et effectivement, on a l'accaparement progressif de toute cette chaîne de valeur aussi par la Chine. Et effectivement, on a des batailles qui sont actuellement en cours, et qui visent effectivement à s'accaparer des maillons. Alors, on a effectivement toute cette course qui est assez intéressante à observer, et qui effectivement montre à la fois le caractère stratégique de cette technologie, et en même temps, effectivement, l'idée que la contrôler, la chaîne de valeur, c'est aussi contrôler quelque chose, le consensus social. Le consensus social et le leadership, effectivement, économique. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est une technologie incontournable maintenant. Merci beaucoup. Mathilde, tu as parlé tout à l'heure de territoires vulnérables, et donc tu as commencé à aborder cette question des vulnérabilités. Est-ce que tu pourrais préciser quelques leviers concrets d'instrumentalisation de ces vulnérabilités qui sont générées ou accentuées par les changements climatiques? Oui, tout à fait. Alors la question des vulnérabilités climatiques, on a décidé de se concentrer sur ce point-là dans le cadre de l'article de cette RIS. En fait, quand on analyse conjointement les enjeux sécuritaires et climatiques, on voit qu'il y a une forme d'interaction et une forme d'instrumentalisation qui peut être faite des vulnérabilités climatiques. En fait, on constate que les vulnérabilités climatiques au sens large peuvent être utilisées comme des outils stratégiques dans des dynamiques conflictuelles. Et donc, ils peuvent être vraiment utilisés stratégiquement pour des gains ou pour toucher son adversaire d'une manière ou d'une autre. Et dans le cadre d'une note qu'on a écrite pour l'Observatoire Défense et Climat, donc je fais une petite promo, mais on a donc écrit une note sur cette question-là de la manière dont les changements climatiques peuvent être utilisés comme des outils stratégiques. On a établi qu'il existait une forme de continuum qui allait de l'instrumentalisation à l'arsenalisation des vulnérabilités climatiques. On parlait d'instrumentalisation des vulnérabilités climatiques pour renvoyer à l'exploitation des vulnérabilités climatiques dans le but d'influencer, de contraindre ou de nuire à un tiers, et en même temps de maximiser ses bénéfices. Et ensuite, on parlait d'arsenalisation des vulnérabilités climatiques pour désigner leur emploi direct en tant que cible matérielle dans le cadre d'affrontements armés. Ce qui peut prendre la forme de destruction des infrastructures essentielles, par exemple, pour toujours affaiblir un adversaire. Et donc, du coup, on a essayé d'identifier des études de cas pour montrer comment les changements climatiques pouvaient être utilisés. Et donc, je vais utiliser une première étude de cas, qui est le cas du conflit qui oppose l'Inde au Pakistan, pour montrer plutôt la partie instrumentalisation. Puisque l'Inde et le Pakistan ont tous les deux intégré à leur répertoire d'action l'usage de vulnérabilités hydriques
liées aux eaux du bassin de l'Indus. Donc pour revenir un petit peu sur le contexte de ces tensions, donc le conflit entre l'Inde et le Pakistan trouve son origine, dans la partition de l'Inde britannique en 47, et se cristallise autour d'un territoire, du Cachemire, qui est situé dans le bassin de l'Indus. Et donc on a eu une acceptation de cette partition par les 2 pays, au début des années 1970, mais les revendications, territoriales, ont quand même perduré. Et en parallèle de ça, on a eu un conflit dont les modalités, ont également, muté, ont évolué. Et donc après, plusieurs années de négociations, il y a eu notamment un traité qui a été signé qui s'appelle le Indus Water Treaty, IWT, qui a été signé en 1960, hem et qui établissait, un contrat entre ces 2 pays pour la gestion, de l'eau de ce bassin. Malgré ce traité qui a été signé, l'Inde est restée, hydro-hégémon puisque l'Inde se situe en amont, de tous les cours d'eau du bassin et le Pakistan, reste en, aval. Hem Et donc il y a eu beaucoup de différends qui ont nourri, le Pakistan, notamment une anxiété, l'Inde et le Pakistan, notamment une anxiété, du Pakistan vis-à-vis de l'Inde, liée à la construction, par exemple, d'infrastructures, hydrauliques qui constituent, une source donc récurrente vraiment de disputes, entre ces 2 États. On en a entendu parler, en fin d'année, dernière notamment. Donc voilà, ça c'était pour le contexte, mais l'objectif, c'est donc dans ce cas-là, on a vu qu'il y avait eu vraiment une diversité, de manière dont, les vulnérabilités climatiques avaient été instrumentalisées par l'Inde et par le Pakistan. On a vu par exemple qu'il y avait une instrumentalisation discursive par les 2 parties au conflit. Le discours sécuritaire, indien, par exemple, présentait les, oppositions pakistanaises au projet hydroélectrique comme une menace, parce qu'elles entravaient le développement économique indien, la production d'électricité à faible empreinte carbone et la sécurité de la population. On a eu le Pakistan aussi qui a utilisé, cette instrumentalisation, qui a aussi fait preuve d'une instrumentalisation discursive, avec, ce pays qui a donc présenté les projets d'infrastructures hydrauliques indiens comme des menaces sécuritaires aussi, parce qu'ils offraient, à l'Inde, une capacité à provoquer des inondations ou des sécheresses. Donc encore une fois, de pouvoir instrumentaliser cette vulnérabilité hydrique. On a également des processus normatifs qui peuvent être utilisés pour instrumentaliser ces changements climatiques, pour influencer et contraindre son adversaire. Le Pakistan, par exemple, a utilisé l'obstruction juridique en contestant plusieurs fois les projets de barrages indiens avec, à travers des biais de procédures, enfin à travers des procédures contentieuses qui étaient liées à ce traité de Indus Water Treaty, le IWT. On a également des processus informationnels avec une désinformation. Donc là, ça fait un peu le point avec ce que disait Camille, mais avec aussi une désinformation qui va être utilisée par le Pakistan et une forme de rétention d'informations aussi qui va être utilisée par l'Inde. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie instrumentalisation des vulnérabilités climatiques. Mais l'utilisation des vulnérabilités climatiques, elle peut aussi aller jusqu'à l'arsenalisation. Et là, j'expliquais tout à l'heure que c'était donc vraiment le ciblage intentionnel, volontaire des vulnérabilités climatiques. Et on peut en ce sens prendre le cas de la guerre civile au Yémen qui illustre la manière dont les vulnérabilités climatiques sont instrumentalisées. Et on avait on a notamment une coalition internationale qui systématiquement quasiment ciblait et détruisait des infrastructures du système agroalimentaire. Les outils ont également utilisé de ces tactiques-là à une moindre échelle. Mais on a vraiment les 2 belligérants du conflit, une fois de plus, qui ont en fait orienté leur stratégie militaire vers la perturbation délibérée de la production alimentaire en détruisant quasi systématiquement les terres et les infrastructures agricoles, les ports par exemple, les infrastructures terrestres qui permettaient l'acheminement de certaines ressources agroalimentaires. Et on a vu même qu'il y avait eu vraiment une évolution des tactiques. On a vu que depuis le début de la guerre civile, donc en 2015, il y avait eu 1995 frappes saoudiennes et 46 frappes américaines ou britanniques qui avaient été recensées sur des infrastructures du système agricole
enfin agroalimentaire. Donc on voit vraiment que c'est, un processus, quelque chose d'intentionnel, et donc cet outil, stratégique, qui est utilisé, par les États. On a également une multitude d'autres, utilisations et instrumentalisations qui peuvent être faites, des changements climatiques. Je ne citerai que celle-ci pour le moment, mais il y a, le cas de la désinformation, par exemple. On citait tout à l'heure, les opérations, les interventions de secours d'urgence qui, elles aussi, peuvent être utilisées. Donc voilà, donc c'est toutes les formes de vulnérabilité climatique qui peuvent être utilisées pour bénéficier ou contraindre, un adversaire. Merci pour ces cas, très très concrets qui, je pense, marquent bien la différence entre l'instrumentalisation et l'arsenalisation. Emmanuel, je me tourne à nouveau vers toi parce que tu as donc parlé, dans un premier temps de la grammaire nucléaire, et donc cette grammaire, elle est aussi complétée par, une dimension, capacitaire. Donc est-ce que tu pourrais, évoquer, les dernières, évolutions capacitaires ou celles qui sont anticipées, qui sont les plus susceptibles, d'avoir, des conséquences importantes, soit sur, la crédibilité de la dissuasion ou la stabilité stratégique? Oui, tout à fait. Donc, évidemment, le fait d'avoir, une remontée du nucléaire dans les doctrines, ça s'accompagne d'investissements, assez importants dans les capacités de modernisation et cetera. Alors, je vais insister sur 2 points, oui, assez, enfin, un côté offensif et un côté défensif qui, à mon sens, en fait, est presque plus important. Sur le point offensif, en fait, il y a évidemment beaucoup de choses qui sont développées. Ce qui me semble important, peut-être justement dans ces grands équilibres de stabilité stratégique ou ces questions de crédibilité, c'est le fait que des technologies, qui parfois sont très anciennes en fait, mais étaient assez monopolisées par les grandes puissances, deviennent aujourd'hui beaucoup plus répandues chez tous les États qui disposent d'armes nucléaires. Je prends quelques exemples. La première, ce sont les missiles intercontinentaux, donc qui sont capables de voler sur plusieurs, milliers de kilomètres. C'était quelque chose, que les puissances les plus sophistiquées avaient pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on voit des pays comme la Corée du Nord, comme le Pakistan, qui cherchent à développer ce type de capacité. C'est la même chose pour les missiles, à l'inverse, beaucoup plus précis, parfois sur des courtes portées qui aussi, se généralisent. Autre exemple, le fait de disposer d'une triade stratégique, donc de pouvoir baser ses missiles ou ses armes nucléaires à la fois, sur terre, sur des lanceurs terrestres, sur des lanceurs emportés par des, sous-marins ou en mer et puis, emportés dans les airs. C'était une caractéristique des arsenaux, de l'Union soviétique et des États-Unis dont disposent, aujourd'hui ou que cherchent vraiment à développer l'Inde, et la Chine, ce qui leur, permet potentiellement, d'avoir des forces qui sont capables de survivre, plus facilement à une, première attaque. On peut, également parler bien sûr, des missiles hypersoniques qui font beaucoup parler d'eux, qui semblent être une version, alors c'est encore une fois pas des technologies du tout nouvelles, mais qui nécessitent un niveau de développement, assez complexe et des infrastructures assez lourdes pour les mettre en œuvre et on le voit, on l'a vu en tout cas la semaine dernière, pour lesquelles la Corée du Nord par exemple revendique et manifestement assez, crédiblement, de pouvoir en disposer, ce qui donne un avantage en termes de pénétration notamment des systèmes défensifs. Donc pour ces différents pays, en fait, le fait de disposer de ces capacités, ça rend potentiellement, leurs arsenaux plus crédibles. Le fait d'être capable d'emporter des armes, sur des milliers de kilomètres, ça veut dire que les théâtres qui, étaient peut-être un petit peu cloisonnés, on avait le théâtre indo-pacifique, en tout cas pakistanais d'un côté, on avait ce qui se passait en Asie de l'Est de l'autre. Aujourd'hui, tout ça est très interconnecté puisque bien sûr, avec les mêmes capacités, vous pouvez, frapper, d'un côté, de l'autre, passer au-dessus du pôle sud et cetera. Donc, différents secteurs régionaux se retrouvent assez imbriqués. À mon avis, peut-être encore plus important, ça va être les développements, offensifs et donc ça fait écho un petit peu à ce que disait, Isabelle tout à l'heure. Bien sûr, on a énormément parlé, du Golden Dome et des ambitions, de Donald Trump en la matière, qui cherche à ressusciter d'une certaine manière le rêve de Reagan, et de l'initiative de défense stratégique. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les États-Unis, hein, qui investissent largement dans ces capacités de défense stratégique. Les Russes, les Chinois ont aussi des programmes importants, mais en parlent beaucoup moins et présentent beaucoup moins cette espèce d'ambition de protéger intégralement leur territoire d'une frappe nucléaire. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence, de manière, très globale? Je dirais qu'il y a 2 choses, à noter. La première, d'un point de vue, stratégique des doctrines, heu et c'est quelque chose qui depuis les années 70, a été bien perçu. On a la crainte, qu'un pays qui est capable de se défendre
mais qui est également capable d'attaquer les capacités, les missiles, les lanceurs de son adversaire, puisse être justement incité à le faire puisqu'il peut estimer qu'il est à l'abri de représailles puisque, il aura mené une première frappe, il aura détruit une grande partie de l'arsenal adverse et s'il en reste, il sera capable d'absorber avec son bouclier, défensif et donc ça peut encourager, ce type de stratégie de première frappe et donc encourager enfin, former une véritable, forme d'instabilité. Donc ça, c'est le premier risque d'incitation à la première frappe. C'est ce que dénoncent très fortement les Chinois et les Russes, quant à la stratégie américaine, encore une fois, depuis les années 70. De manière peut-être plus évidente, plus concrète, ça crée évidemment des incitations, à, bah, une forme de course aux armements tout simplement, hein, puisque, quand un adversaire voit le pays adverse développer des systèmes défensifs, il est immédiatement encouragé à augmenter le nombre de systèmes offensifs en espérant pouvoir saturer le bouclier. C'est vraiment le jeu du bouclier et de l'épée et d'essayer de développer davantage de systèmes offensifs pour pouvoir passer à travers le bouclier ou si on n'en fait pas plus, on en fait des plus performants. Je parlais tout à l'heure des, systèmes hypersoniques, des planeurs qui ont des trajectoires différentes, qui peuvent leur permettre éventuellement de passer, à travers, les défenses. Donc, potentiellement, phénomène de course aux armements qui est accentué par, ce type de capacité. Merci et enfin Isabelle, donc sur cette question des capacités, c'est difficile de ne pas évoquer, celle de la dualité. Donc vous avez parlé de l'évolution capacitaire importante qu'a représenté, enfin qu'ont représenté les premiers satellites, vous avez commencé à expliquer que c'était des moyens qui pouvaient avoir différents usages. Donc, au vu de l'état des lieux actuels de la course aux capacités spatiales, quels sont les enjeux, qui découlent de la dualité de certaines de ces capacités? Oui. Alors la priorité, bien évidemment, quand même, dans les capacités spatiales militaires, c'est du militaire dédié, avec l'idée que effectivement, vous allez pouvoir vous doter de capacités qui seront supérieures à celles des capacités de l'adversaire. Et depuis vraiment, donc je le disais, le début de l'ère spatiale, pour les États-Unis, l'espace fait partie de la sécurité nationale. Il est au cœur de la sécurité nationale et il suffit, pour s'en convaincre, de regarder les budgets. On oublie quand même toujours un petit peu, mais l'argent reste le nerf de la guerre. Si vous comparez, les budgets, vous constatez que, alors je vais me contenter des dernières années, mais c'est vrai, tout au long, de l'histoire du spatial et c'était même encore plus marquant avant. Les États-Unis aujourd'hui ont un budget spatial qui est de l'ordre de 70 milliards de dollars, dont plus de la moitié, c'est-à-dire on va dire à peu près 40 milliards de dollars, est représentée par des dépenses spatiales militaires. La totalité du budget spatial chinois, alors bon, il n'y a pas de budget officiel, etc., mais globalement, quand même, vraiment, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est au maximum de 25 milliards de dollars civils et militaires confondus. Et contrairement à l'idée que l'on peut avoir, à savoir que le spatial chinois serait d'abord du spatial militaire, non, le spatial chinois est d'abord du spatial gouvernemental, donc effectivement sous contrôle de l'État chinois, là, il y a aucun doute, mais pour des usages civils. Parce que le défi du développement économique chinois et le défi, je dirais, d'un certain équilibre dans le niveau de vie des populations chinoises et donc dans le consensus vis-à-vis du soutien au Parti communiste, reste réalisé par des satellites qui représentent la totalité de l'infrastructure civile. C'est-à-dire qu'en Chine, vous n'avez pas de réseau de télécom qui soit déjà construit, vous n'avez pas de système de management, de gestion des terres, de gestion des climatiques, etc., etc. Tout ça, c'est à plus de 80% réalisé par des satellites, tout simplement parce que l'histoire du spatial est arrivée au même moment que l'histoire du développement de la Chine. Et vous avez des petits villages, enfin des petits villages, c'est toujours marrant la notion de petit quand on parle de Chine, mais enfin, vous avez des villages complètement isolés en Chine, dans la montagne, qui utilisent Internet et les satellites pour commercialiser des gemmes, des pierres, etc., etc. Donc, et vous avez des mendiants en Inde qui ont des codes barres et on paie sur le code barre directement de l'Indien parce que ce sont des civilisations devenues numériques, hein. C'est un peu la même chose en Inde. Et pour ça, bah, qu'est-ce qui fait le flux de l'information? Ça va être le satellite. Donc, réellement, le spatial militaire dans le monde, c'est un spatial
américain, sans aucun doute. Et ces capacités, elles sont incontestables dans tous les domaines. L'écoute, enfin tout ce qui est, je dirais, espionnage électronique, tout ce qui est reconnaissance. Satellites militaires américains, depuis très longtemps, sont capables de suivre avec des résolutions de près de 1 mètre tout ce qui se passe sur la Terre et donnent une information en temps réel. Donc le problème, c'est plutôt la gestion de l'information et des données. Mais derrière, maintenant, vous avez de l'intelligence artificielle, donc ça arrange bien les choses. Vous avez des télécoms qui font que dans n'importe quel bateau, vous avez des flux de communication qui permettent même les communications privées des soldats, etc., etc. Donc vraiment, le spatial militaire dans le monde, c'est un spatial américain. Il est incontestable et il était incontesté jusqu'en 2007. Et la grande rupture, et ce qui fait vraiment basculer aujourd'hui la perception du spatial militaire et ce fameux contesté, c'est que en 2007, vous avez le premier essai anti-satellite chinois contre un satellite chinois, hein. Tous les essais antisatellites sont toujours faits contre ses propres forces de manière à éviter des dérapages qui seraient extrêmement négatifs pour tout le monde. Mais en tout cas, vous avez cet essai Assad de 2007 où là, pour la première fois, les Chinois tentent de montrer qu'ils sont capables de détruire un satellite en orbite. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en 2006, vous avez la stratégie spatiale américaine qui officiellement dit que pour des raisons de sécurité nationale, les États-Unis ont le droit de contrôler l'espace. Contrôler l'espace, c'est une affirmation qui est en violation totale de l'esprit du traité de 1967, qui dit que chacun a la libre utilisation et la libre circulation de l'espace. Et ça, c'est quand même très, très clairement dit dans le traité. Mais les États-Unis précisent à côté qu'ils le feront pour des raisons défensives. Donc, vous avez un discours qui dit que les États-Unis, pour des raisons défensives, à savoir préserver leur sécurité nationale, qui est garantie par l'usage de leurs satellites militaires, se dotent de la capacité de faire un contrôle de l'espace. Et en réponse, vous avez ce test anti-satellite chinois qui, lui, veut démontrer que s'il doit y avoir une course aux armements dans l'espace, ben, il faudra bien compter avec eux. Le problème, c'est que pour les États-Unis, ce genre d'essai, c'est d'une certaine façon une bonne chose parce que ça crédibilise la notion de la menace chinoise sur les forces américaines. Et en même temps, c'est pas si grave que ça d'un point de vue américain parce que le hiatus de capacité entre la Chine et les États-Unis est tel que tout compte fait, la masse de satellites américains qui existent ne va pas être interceptée par quelques missiles chinois. De surcroît, les Américains déclarent à cette époque que bien évidemment, tout acte hostile contre de leurs satellites serait considéré comme un acte de guerre et donnerait lieu à une riposte dans n'importe quel milieu, c'est-à-dire aussi bien sur Terre. Donc, de ce point de vue-là, je dirais la question va se retrouver posée dès 2008 avec le traité que la Chine et les États-Unis portent aux Nations Unies, qui est un traité de prévention des armes dans l'espace et qui disent en fait clairement que pour la Chine et les États-Unis, pour la Chine et la Russie, l'idéal serait que les États-Unis ne puissent plus continuer à augmenter leur capacité, mais ça va pas se passer comme ça. Donc très vite, puisque vous m'avez demandé de parler de la dualité. La dualité, c'est effectivement le deuxième volet de cette histoire, puisque en 1999, vous avez un livre assez important de Scott Pace, qui était conseiller à la sécurité nationale, et qui écrit un livre qui s'appelle Merchants and Guardians, les marchands et les gardiens. Et là-dedans, il pose la question vraiment du dilemme pour les États-Unis. Est-ce qu'on favorise le développement commercial et économique de notre secteur spatial ou est-ce qu'on choisit de maintenir un très fort contrôle sur ces technologies? Et le choix qui est fait, c'est celui du marchand. La plus belle exposant étant Starlink aujourd'hui, qui effectivement représente cette évolution économique. Mais en 2000, au moment où sort ce livre, c'est le moment où les États-Unis ouvrent à la commercialisation des satellites d'observation avec une résolution de 1 mètre. C'est le moment où en France, on commence tout juste à avoir notre satellite militaire qui a cette résolution. Donc là, il y a vraiment un basculement. Et donc, je passe sur beaucoup de choses puisqu'on n'a pas trop de temps, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine? Ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine, c'est que les Ukrainiens qui n'ont pas de satellite dédié utilisent des satellites Starlink pour leurs télécommunications, donc ça a été Elon Musk, mais ils utilisent aussi un satellite dédié qui a été acheté par une fondation qui soutient l'effort de guerre ukrainien
et qui est un satellite finlandais, qui est un satellite radar d'observation de la Terre de la société ICEYE et qui est dédié à permettre aux Ukrainiens d'avoir une vision précise du théâtre des opérations. Satellite qui est sans doute plus performant que les satellites russes de l'autre côté. La différence, c'est que bon, bah, quand ce n'est pas votre satellite, vous ne disposez pas quand même de la totalité de l'usage de ce satellite. Et on l'a bien vu avec la fameuse histoire où Elon Musk se serait opposé à une frappe en mer Rouge contre des bateaux par les Ukrainiens. Et ça pose une dernière question, et je m'arrêterai là-dessus. C'est en fait, à partir du moment où il y a des moyens commerciaux qui sont proposés dans le cadre d'un conflit pour aider un des pays belligérants, du point de vue de l'autre belligérant, à savoir ici la Russie, en 2022, il y a eu une déclaration très claire disant que, après tout, ces satellites civils commerciaux pouvaient très bien être considérés comme des cibles, au même titre que des satellites militaires, dès lors qu'ils faisaient la même action. Deuxième problème, c'est finalement, est-ce que ces satellites civils utilisés à des besoins militaires, c'est pas aussi un moyen commode pour les alliés soutenant l'Ukraine de démontrer que finalement l'Ukraine a ses propres moyens sans que ce soit forcément et systématiquement les moyens qui lui sont fournis par les États-Unis et les Européens. Donc je m'arrête là parce qu'on n'a pas le temps, mais s'il y a des questions ensuite sur les satellites européens, on pourra en parler tout à l'heure. Très bien, merci. Alors je voudrais, juste avant d'ouvrir, aux questions du public, vous poser à chacune une dernière question, mais à laquelle il faudrait répondre de manière très, très concise, en moins d'une minute, si possible. Et donc ça porte plutôt sur, la question des régulations, et de l'adaptation. Donc d'abord Camille, dans quelle mesure les, acteurs du numérique deviennent, des acteurs incontournables, des relations internationales et comment on peut limiter et est-ce qu'on a besoin de réguler, ce pouvoir? Alors tout à fait, ce sont devenus, avec la privatisation en fait, de ces moyens, technologiques sont devenus incontournables et l'idée effectivement c'est, pour, les démocraties, que notamment européennes, c'est de pouvoir réguler, l'influence, et de, développer une autonomie, stratégique. Parce qu'en effet, l'ensemble, de, la sphère, numérique en fait, sur laquelle nous, Européens, nous travaillons, nous discutons, etc., appartient aux États-Unis. Donc l'idée, c'est de se défaire de cette chaîne de valeur américaine et de se défaire des messages d'influence. Et notamment, la démocratie, en fait, quelque part, c'est la meilleure finalement, le meilleur rempart à ces influences, puisque plus comment dire, un pays est démocratique et plus, en fait, il y a des contre-pouvoirs qui vont permettre de faire en sorte qu'on ne soit pas, que la population soit moins atteinte par l'influence, les fausses nouvelles, etc. Merci beaucoup Camille. Mathilde, sur, quand on voit l'accroissement de l'instrumentalisation des vulnérabilités climatiques, comment les sociétés s'adaptent, et comment on met en place la résilience, des sociétés? Alors moi, le 1er point, que je voulais noter, c'était, d'abord une évolution plutôt, conceptuelle, puisqu'on je pense que ce qui serait important en premier, c'est d'intégrer et de comprendre, la manière dont les changements climatiques ont des réelles, répercussions sécuritaires, mais plus particulièrement, d'intégrer les changements climatiques dans les différentes pratiques de guerre hybride. Ce que je disais tout à l'heure, on a, des changements climatiques qui s'emballent, donc qui vont même plus vite que prévu et des conflits, aussi, avec, des conflits de haute intensité, mais des conflits aussi qui mutent dans, leur, nature et donc je pense que le croisement est extrêmement important à comprendre, extrêmement important à faire pour percevoir des angles morts, qu'on risquerait sinon de négliger. La question de la désinformation climatique, par exemple, c'est un croisement qu'on peut faire quand on parle, du numérique, quand on parle du climat et quand on parle de sécurité. Donc voilà, faire, le plus possible d'interconnexion entre, les différents, champs académiques et peut-être mon deuxième point qui reste toujours assez conceptuel, je parlais de vulnérabilité climatique et je parlais des ressources, notamment de la ressource hydrique, de la ressource, agroalimentaire et en ce sens, je pense que
parler de sécurité climatique, c'est extrêmement important, mais élargir cette notion de sécurité climatique à la notion de sécurité écologique, c'est extrêmement important parce que ça nous permet aussi de se rendre compte que d'autres limites planétaires, que d'autres enjeux climatiques sont aussi importants à prendre en compte et ont aussi des répercussions sécuritaires. Merci Mathilde. Emmanuel, une question sur l'état actuel de l'architecture, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération. Un bilan, de l'année passée, et des perspectives pour l'année future. Alors malheureusement, ça peut être en effet extrêmement bref, puisque du coup, en termes de maîtrise des armements, on est plutôt sur un effondrement des régulations qui ont été bâties, pendant la guerre froide. Le 5 février va sans doute, expirer un des derniers traités emblématiques, de cette période, le traité New START. Heu, on a eu une litanie, c'est liste sans fin d'acronymes de traités qui ont été violés, dont les uns sont sortis, les autres sont sortis ou qui sont tombés littéralement en obsolescence. Alors il reste des petites choses, il reste quelques éléments, mais on a vraiment des blocages importants pour faire renaître, des régulations au niveau nucléaire. Blocages politiques, on les connaît bien sûr entre les grandes puissances. Des blocages plus, structurels, le fait que ce soit beaucoup plus difficile de négocier, encore une fois, dans un environnement multipolaire que quand on avait 2 blocs à peu près bien définis. C'est aussi plus difficile de négocier quand les adversaires potentiels ont des capacités assez différentes. S'il s'agit d'avoir un traité paritaire, vous avez le droit à tant de missiles terrestres, tant de sous-marins, et cetera. C'est à peu près facile de faire des équilibres. Quand les, États, s'appuient sur des capacités très différentes, c'est beaucoup plus difficile de voir ce qui peut être éventuellement négocié. Hem Et puis, une logique quand même générale qu'on voit plutôt au réarmement et à la non-acceptation de la contrainte. Alors bien sûr, c'est emblématique aux États-Unis avec l'administration républicaine, où on ne conçoit pas d'accepter des régulations sur, le développement militaire américain, même si ça contraint aussi potentiellement un adversaire. Mais on voit que même en Europe, on est plutôt dans une logique d'essayer d'obtenir des capacités qui après potentiellement pourraient être négociées dans la maîtrise des armements, plutôt que de, donner ou accepter des concessions sur ce qui, est aujourd'hui jugé comme tout à fait insuffisant pour se défendre. Donc il y a des choses qui existent encore, des mesures, on pourrait parler, très brièvement, des hotlines qui étaient mises en place, par exemple, pendant la guerre froide ou de systèmes de notification, des choses comme ça, assez, pragmatiques pour éventuellement, limiter les risques de crise ou d'escalade. Mais c'est quand même un contexte extrêmement difficile pour les régulations dans ce domaine. Et enfin, dans le domaine spatial où, le cadre juridique est également assez limité, on a cru le comprendre. Est-ce que vous pourriez, Oui, revenir alors le là-dessus? cadre, ça va aller effectivement très vite. Le cadre juridique dans le domaine spatial, donc c'est toujours, uniquement le traité de 1967. Pour le reste, effectivement, il y a, régulièrement à la conférence du désarmement, un certain nombre de propositions qui sont faites et pour lequel les États-Unis d'emblée votent contre, suivi de 2 ou 3 pays, en général pas plus, mais ça suffit de toute façon, pour bloquer, la totalité de processus. Il y a un effort qui a été fait pour essayer de ne pas faire, des traités internationaux comme le demandent la Russie, la Chine et beaucoup d'autres pays quand même, et qui serait ce qu'on appelle de la soft law, c'est-à-dire des accords, de bonne conduite, et de prise, de conscience du fait que le milieu spatial étant interdépendant, dès lors que, par exemple, vous faites des débris en détruisant des satellites, ben, ça devient problématique pour tout le monde, y compris le pays qui a, créé lui-même ces débris et c'est encore plus gênant pour le pays qui a des grosses activités commerciales. Donc tout ça fait on essaie d'aller vers cette soft law. La dernière chose qui est eu en termes de type de désarmement, c'est un moratoire que les États-Unis en 2022 ont posé pour dire qu'ils renonçaient à faire des essais Assad. Bon, ça n'a pas été très convaincant dans le sens où, de toute façon, on sait qu'ils ont toutes les capacités déjà disponibles, ce que les Chinois ont remarqué à ce moment-là. C'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a cette idée que peut-être un jour il aurait pu y avoir ou il pourrait y avoir un traité type traité de non-prolifération. Et l'essai indien de 2019, par exemple, qui a amené beaucoup de gens à se poser beaucoup de questions sur la volonté qu'a eu l'Inde, comme ça, de détruire un satellite avec un missile depuis le sol, a été aussi présenté par les diplomates indiens comme un moyen de ne pas tomber dans le piège d'un traité qui aurait été un traité de type TNP, dont l'Inde n'était pas membre, puisque n'étant pas dotée de l'arme nucléaire à ce moment-là. Enfin, elle était membre, elle était malheureusement, elle faisait pas partie des États déjà dotés et donc elle a été sanctionnée
pour avoir violé ce traité en ayant fait ses premiers essais. Et c'est intéressant parce que ça explique peut-être une grande différence entre la position européenne qui n'a jamais voulu faire de test anti-satellite et la position indienne qui avait à cœur d'en faire un avant qu'un jour éventuellement ce genre de problème se pose. Mais là, on ne parle que des anti-satellites et ce n'est qu'une petite partie de l'arsenalisation de l'espace. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, peut-être les questions de la salle. Alors je vous demande de poser des questions, rapides, pour qu'on ait le temps d'en prendre, 2 ou 3, s'il vous plaît. Alors, alors il y a une question ici et puis, une, bah, au fond, enfin une devant, une Bonjour, merci pour la conférence. J'aurais juste une question par rapport sur les changements climatiques et le déni des États-Unis. Je voulais savoir si pour vous, le déni de l'administration Trump, c'est plus une idéologie ou si c'est vraiment une stratégie court-termiste en fait. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que c'est réellement une stratégie, qui se prépare déjà depuis quelque temps. En 2017, on était déjà sur cette voie-là. Les États-Unis avaient déjà déclaré vouloir sortir, des accords de Paris et donc on voit que c'est, un fil directeur, c'est pas un hasard et disons une sortie, aléatoire. On voit que ça fait vraiment partie d'un projet. On peut lier aussi, cette volonté de nier complètement, les changements climatiques, au Venezuela, aux événements récents qui se sont passés à Caracas. Et en fait, on voit que c'est vraiment un projet fossile, de l'administration Trump et une volonté vraiment de ne pas considérer les changements climatiques au profit, d'une économie qui sera toujours basée sur les hydrocarbures et de faire le pari inverse, en fait, de ce qu'on est ou de ce que la communauté internationale, de ce que la gouvernance climatique internationale est en train d'essayer de préparer depuis, plusieurs décennies maintenant. Donc, ça fait partie, de sa stratégie évidemment et c'est aussi une manière de rallier son électorat, heu, en fait, c'est pour ça que je pense que le lien est vraiment très intéressant avec la désinformation climatique parce qu'il y a en fait un lien entre désinformation climatique, entre le climato-scepticisme croissant qu'on est en train de voir aux États-Unis, mais également en Europe. Et en fait, l'idéologie Trump intègre ce déni des changements climatiques et certains parlent de populisme anti-écologique parce qu'en fait les changements climatiques cristallisent vraiment l'électorat de Trump. Quand on parle des changements climatiques, c'est quelque chose qui nécessite une expertise, c'est aussi des contraintes, c'est un manque d'agentivité aussi pour le peuple et donc tout ça, ça cristallise vraiment euh, disons, enfin, ça revient sur la notion d'instrumentalisation, mais Trump instrumentalise vraiment les changements climatiques aussi pour en tirer profit et pour avoir une base électorale plus large. Oui, merci. Alors juste une remarque et puis une question. À propos de la dissuasion nucléaire dont a parlé Emmanuel Maître, je dois dire que les travaux de Benoît Pélopidas sont particulièrement intéressants. Je ne sais pas si vous avez travaillé un petit peu avec lui, mais disons qu'il déconstruit la notion de dissuasion nucléaire et de façon très très pointue, très, très intéressante et même humoristique. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut écouter sur la question. Il enseigne à Sciences Po, je crois. Votre question, s'il vous plaît, il nous reste peu de temps. Pardon? Posez votre question, s'il vous plaît. Oui, alors voici la question. Par rapport à l'IA euh, et à l'impact que ça peut avoir sur les mentalités, sur les esprits, est-ce qu'il y a une réflexion sur la façon dont les journalistes reçoivent les dossiers ou les informations qui sont lancées, qui sont bombardées à l'aide de l'IA? Parce que je pense qu'ils sont déjà un petit peu, ils ont tendance à prendre des dossiers tout faits dans certains cas. Et est-ce qu'ils ne vont pas être une cible privilégiée? Merci.
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est effectivement, des cibles privilégiées, ça, c'est évident. Sur les process, après, hem, chaque chaîne, journal a son propre process. Effectivement, l'idée, c'est, qu'ils ont, en général, ils ont une comment dire? Une cellule de checking, sur tout ce qui est, voilà, fausses nouvelles et cetera. Il y a quand même, une idée d'aller comprendre ce qui se passe et d'aller voir, d'aller creuser, dans la plupart des quand même des médias, ça c'est évident. Après effectivement, sur les questions d'influence, généralement ça se passe aussi sur les réseaux sociaux et la propagation se fait aussi sur les réseaux sociaux et avant tout en fait, avant d'être pris, en fait, d'abord relayés par, les grands médias. Les cibles générales en général, ce sont d'abord les vous et moi, hein, les lambda, les gens, qui ont par exemple une impotence politique et l'idée c'est de les renforcer dans une boucle émotionnelle et dans laquelle ils sont déjà en fait en quelque part enfermés. C'est-à-dire que vous n'allez pas croire en une fake news, par exemple, disons que la Terre est plate, si vous n'avez pas déjà tout un processus cognitif qui est déjà atteint en quelque part. Si en revanche vous allez croire une fausse nouvelle, lorsque certaines couches cognitives ont déjà été quelque part gratté par ces influences étrangères, cette masse de propos, etc. Donc l'idée, c'est d'aller toucher les gens qui sont, par exemple, voilà, sur TikTok. Hein, 41% de la population française est sur TikTok. Et donc l'idée, c'est d'aller trouver parmi ces gens des gens qui sont, par exemple, je sais pas, pro terre plate pour les renforcer dans cette croyance-là, hein. Par exemple, pourquoi, à Taïwan, la comment dire? La population résiste à la Chine? Parce qu'effectivement, à Taïwan, très peu de 15 de la population est sur TikTok et dans ces 15 en fait, on s'aperçoit que ce sont généralement des pro, Chine, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont, pro-indépendance ne sont pas sur TikTok. Voilà. Et donc l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la démocratie et effectivement le fait de s'auto aussi, s'interdire, certains contenus, enfin d'avoir une espèce de libre arbitre, c'est aussi d'aller, soi-même checker et éviter certains canaux. Voilà. Merci Camille. Je crois qu'il y a une question par ici, ce sera la dernière. Donc allez-y, essayez d'être concise sur votre question. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais une question par rapport au secteur spatial européen. Donc vous avez parlé de Starlink et du poids que ça pouvait avoir aussi sur le territoire, européen. Maintenant, je me demande la question que ça poserait par rapport à la mise en place de systèmes spatiaux européens type constellation. Je pense au projet Iris-Carré qui est en voie de mise en place. Quels enjeux seraient présents par rapport à la mise en place d'un projet comme celui-ci, que ce soit sécuritaire, géopolitique, voilà. Merci. Ouais. Alors effectivement, bon, Starlink, c'est l'exemple le plus connu, mais il y a quand même, d'autres constellations, hein, comme OneWeb par exemple, qui, sont, considérées comme britanniques puisque le siège est à Londres, mais qui sont en réalité un consortium, avec des Indiens et des Européens. Alors plus spécifiquement, Iris2, c'est intéressant parce que c'est un programme de constellation de satellites qui serait dédié à des communications européennes sécurisées. C'est ça le plus. Mais c'est aussi l'intérêt donc de nous rendre indépendants et autonome par rapport à ces systèmes de constellation commerciale. Voilà, c'est ça l'idée. Et éventuellement d'associer nos alliés à ce système Iris2 sur lequel nous aurions la main. Il y a aussi une deuxième dimension qui est intéressante derrière, c'est le fait qu'on est toujours dans la continuité de ces grands programmes de l'ESA et de l'Union européenne, les gens ici de l'ESA qui pourraient le lire aussi, même mieux que moi, qui sont par exemple Galileo pour la navigation, Copernicus, anciennement GMES, pour, l'observation de la Terre et donc le troisième volet de cette indépendance et autonomie relative européenne, en tout cas affirmation, d'une, véritable capacité technologique qui nous permet de garantir nos propres activités, et proposer éventuellement des services à d'autres, ce sont ces fameuses télécommunications et ces constellations de télécoms. Il manque encore une chose qui est quand même très importante, je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais qui est la question de la surveillance.
puisque en fait, c'est très bien d'imaginer qu'il peut y avoir des attaques dans l'espace, peut-être plus qu'une guerre directement, mais en tout cas des offensives, des attaques offensives dans l'espace. Et donc à ce moment-là, ce qui est crucial en termes d'indépendance et de capacité de décision et de souveraineté, c'est de pouvoir précisément les observer, les identifier, connaître qui agresse qui, dans quelles conditions, à quel moment, etc., etc. Et sur ça, l'Europe spatiale a encore du mal à mettre en place un système qui soit communautaire, tout simplement parce que là, on est au cœur d'enjeux qui sont des enjeux très sensibles, hein, qui touchent à la sécurité nationale et au renseignement, et on est plus dans des échanges entre pays européens, plus un grand programme de l'Agence spatiale européenne, qui est un programme contre les géocroiseurs, c'est-à-dire en fait un suivi des météorites susceptibles de percuter la Terre. Mais là encore, si vous suivez des météorites, vous acquérez quand même des capacités et vous montez des réseaux qui peuvent aussi vous permettre d'avoir des informations sur d'autres circulations dans l'espace, y compris de satellites. Donc pour en revenir, oui, Square, on est sur cette espèce de système original à l'européenne avec nos forces et nos faiblesses, et un système qui ne serait pas purement privé, mais qui là encore relève du partenariat, ce qui change pas mal de choses par rapport au système américain et purement privé. Merci beaucoup à toutes les 4 pour vos interventions extrêmement pointues et précises. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne soirée.